L'hiver noir arrive, il sera très froid, sanglant et meurtrier. C'est une phrase qui vous saisit tout de suite, qui sonne presque comme une prophétie. Et c'est avec ces mots qu'on va commencer notre discussion aujourd'hui. Le contexte, on est à Bamako, au Mali, pour la deuxième session des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Et celui qui parle, c'est le capitaine Ibrahim Traoré, le dirigeant du Burkina Faso. Son discours est fascinant. C'est un mélange d'analyse géopolitique très brute et d'images presque mystiques. L'objectif, c'est de déballer tout ça, de comprendre ce qui se cache derrière cette rhétorique de crise. C'est exactement le bon angle. Parce qu'au-delà de la formule choc, l'hiver noir, il y a une construction politique qui est extrêmement réfléchie. La question, c'est pas seulement de savoir ce que cette métaphore signifie, c'est surtout de savoir ce qu'elle fait. Comment est-ce qu'elle sert à souder une alliance, à désigner des ennemis, et puis à mobiliser des populations face à un avenir qu'il dépeint comme apocalyptique. C'est un vrai cas d'école de communication en temps de rupture, en fait. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour expliquer cette menace de l'hiver noir, il commence par un parallèle historique, le printemps arabe. Et il en dresse un bilan très très sombre. Il parle de mort, de division, de chaos. Pour lui, c'est clair, c'est la grande leçon que l'Afrique ne doit surtout pas oublier. Et cette référence, elle n'est pas choisie au hasard, pas du tout. En évoquant le printemps arabe, il ancre sa prophétie dans un événement réel, connu de tous, et qui a mené à une déstabilisation durable. Il sous-entend que le même type de scénario, potentiellement piloté de l'extérieur, se prépare pour l'Afrique de l'Ouest. Sauf que pour lui, la version qui arrive sera bien pire. Ce ne sera pas un printemps, avec cette idée d'espoir, même ambiguë, non, ce sera un hiver. Synonyme de mort, de fin de cycle. Il utilise un traumatisme régional pour en annoncer un autre, encore plus grand. Mais est-ce que cette comparaison, c'est vraiment un argument analytique? Ou est-ce que c'est avant tout une façon très efficace de créer un sentiment d'urgence, peut-être même de peur? Et c'est toute l'ambiguïté. Stratégiquement, c'est un raccourci rhétorique qui est hyper puissant. Il n'a pas besoin de détailler pendant des heures la nature de la menace. Il dit juste « Souvenez-vous du printemps arabe ». Et là, il active tout un imaginaire. Les guerres civiles, les ingérences étrangères, les espoirs trahis. Il crée un précédent pour justifier des mesures qui autrement sembleraient radicales. Que la menace soit imminente ou pas, il la rend crédible, tangible, en l'associant à ce souvenir. Et il ne reste pas dans le flou très longtemps. Il donne une définition très crue de cet hiver noir. Il parle d'une, et je le cite, « délocalisation de la guerre vers l'Afrique de l'Ouest ». L'accusation est directe. Les impérialistes, dit-il, veulent mettre la région à feu et à sang. On ne peut pas être plus clair. Non. Là, on passe de la prophétie à l'accusation. Et le cadre qu'il pose, il est absolument existentiel. Ce n'est pas une simple crise politique qu'il décrit. Le scénario, c'est le chaos total. Une guerre de tous contre tous, où les populations s'entretueraient. Et pendant ce temps, des puissances étrangères, qu'il ne nomme pas mais que tout le monde comprend, viendraient piller les richesses. Et dans ce tableau, il ne laisse que deux issues. Soit l'union sacrée, définitive, contre cet impérialisme, soit une nouvelle forme d'esclavage. Voire, dit-il, leur disparition pure et simple. Présenter les choses comme ça, en termes de survie ou d'anéantissement, c'est une manière de dire qu'il n'y a plus de place pour le débat, pour la nuance, non ? Le choix devient binaire. Exactement. C'est une rhétorique qui vise à clore le débat avant même qu'il ne commence. Face à la perspective de l'esclavage ou de la disparition, toutes les autres considérations, les formes de gouvernement, les alliances traditionnelles, les critiques internes, tout ça devient secondaire. L'urgence existentielle qu'il crée a un but, légitimer la nouvelle alliance, l'AES, comme le seul et unique rempart. C'est l'arche de Noé face au déluge annoncé, quoi. Justement, parlons de ce rempart. Face à ce froid annoncé, il ne présente pas l'AES comme une simple alliance militaire. Il utilise 3 métaphores incroyablement fortes pour décrire leur stratégie. C'est là que le discours devient presque poétique. C'est un point crucial. Il ne s'adresse pas seulement à la raison, mais à l'émotion, au mythe. En politique de crise, créer un imaginaire commun, c'est souvent bien plus efficace qu'un simple programme. Il ne vend pas une politique, il raconte une épopée de survie. Pour cimenter l'unité contre le froid. Le feu, c'est le symbole universel de la communauté, de la chaleur, mais aussi de la purification, de l'énergie révolutionnaire. Il ne parle pas de signer des traités, il parle de créer une ferveur idéologique, un esprit de résistance collectif. C'est une mobilisation spirituelle avant d'être militaire. Il faut que les gens croient en ce projet pour résister au froid de la division. La deuxième métaphore m'a vraiment frappée par sa violence, le manteau. Il dit, et l'image est crue,
qu'il faut faire la chasse aux loups pour utiliser leur peau et confectionner des manteaux. Là, on n'est plus seulement dans la défense. Oh, c'est une posture beaucoup plus agressive. Les loups, ce sont les menaces, que ce soit les groupes terroristes ou d'autres forces de déstabilisation, internes ou externes. Et la métaphore dit quelque chose de très précis. On ne va pas se contenter de construire un mur pour se cacher du loup. Non, on va le traquer, le neutraliser et transformer sa force en notre propre protection. C'est une stratégie de sécurité active, préemptive. C'est l'idée de reprendre l'initiative, de ne plus subir. Et on arrive à la troisième image la plus colossale, la montagne. Il dit qu'ils essayent de construire de grandes montagnes physiques et symboliques pour briser les vents violents qui s'annoncent. Ah oui, là on est dans le temps long. La montagne, c'est la résilience structurelle. C'est construire des institutions solides, politiques, économiques, militaires, qui ne plieront pas à la première tempête. Une montagne, c'est stable, c'est durable, ça impose le respect. Mais l'image a aussi un double tranchant. Une montagne, c'est également un symbole d'isolement, une forteresse. La question que ça soulève, c'est de savoir si cette construction est une défense ou un repli sur soi, qui pourrait à terme isoler la haisseuse. C'est un point essentiel, ça. Est-ce qu'on bâtit un abri ou une prison ? Le discours ne tranche pas vraiment. Il ne peut pas. Pour l'instant, l'objectif est de mobiliser. Mais si on assemble les trois images, on a une stratégie d'une cohérence narrative parfaite. Le feu pour l'unité idéologique, le manteau pour la sécurité active et la montagne pour la pérennité. C'est un triptyque très, très puissant. C'est une vision de construction très claire. Sauf que Traoré lui-même admet que tout le monde ne participe pas à ce grand chantier. Et c'est là que son discours bascule complètement dans l'accusation, avec une colère à peine contenue. Oui. Après avoir bâti ce grand récit de résistance, il s'en sert comme une arme pour désigner ceux qui, selon lui, le sabotent de l'intérieur. C'est un procédé rhétorique redoutable. Il a défini le camp du bien, maintenant il va nommer ceux qui sont dans le camp du mal. Et il le fait en retournant ses propres métaphores. C'est assez brillant d'ailleurs. Il accuse certains noirs d'arroser d'eau fraîche les troncs d'arbres destinés au feu, ou de briser les cailloux nécessaires pour construire les montagnes. C'est la partie la plus virulente et sans doute la plus risquée de son discours. Il ne reste pas dans l'allusion, il cible des groupes très précis, il qualifie certains de pseudo-intellectuels décérébrés et d'autres de chefs d'État lâches. Attendez. Qualifier d'autres chefs d'État de lâches et des intellectuels de décérébrés dans un discours officiel, c'est une rupture diplomatique d'une violence inouïe. Quel peut être le but stratégique derrière une attaque aussi frontale ? Ça ne risque pas de diviser encore plus ? C'est un pari énorme. Le but n'est plus de convaincre les indécis, mais de forcer tout le monde à choisir son camp. En employant des termes aussi forts, il trace une ligne de démarcation très nette. D'un côté, les patriotes qui construisent le rempart, de l'autre, ceux qu'il qualifie de traîtres ou de complices. C'est une stratégie de polarisation. Il cherche à créer une onde de choc, peut-être pour réveiller les opinions publiques de ces pays, en passant par-dessus leurs dirigeants. Mais oui, le risque de se braquer une partie du continent est immense. Il va même jusqu'à les accuser d'utiliser les médias pour distiller un venin toxique, d'attiser la haine et, accusation suprême, d'encourager les terroristes à tuer des populations noires. La gravité est extrême. Il ne parle pas de désaccord politique là, il parle de complicité de meurtre. C'est une ligne rouge qui est franchie clairement. En les associant au terrorisme, il les déshumanise politiquement. Ce ne sont plus des adversaires avec qui on peut débattre, mais des ennemis à abattre, comme les loups de sa métaphore. Et c'est ce qui lui permet ensuite de dénoncer ce qu'il appelle la politique de l'autruche. Il s'étonne de leur silence quand, selon lui, les principes démocratiques sont bafoués ailleurs, alors qu'ils sont si prompts à traiter les dirigeants de l'AES de jeunes putschistes. Il expose une hypocrisie perçue pour invalider toute critique à leur encontre. Et pourtant, après toute cette fureur, le discours ne se termine pas sur une note de colère. Il opère un dernier virage et finit sur un message d'espoir et de confiance. Oui, c'est la structure classique du discours mobilisateur. Après avoir montré l'abîme et désigné les traîtres, il faut montrer la lumière. Il martèle « Nous sommes unis et nous resterons unis ». Il reconnaît que tout n'est pas parfait, que le rythme est lent, mais il assure que l'alliance avance sereinement. C'est une façon de rassurer ses propres partisans après les avoir autant alarmés.
Et l'appel qu'il lance au peuple est intéressant. Il leur demande de ne pas céder à la violence face aux manipulations. La réponse, dit-il, doit être la communication et l'action disciplinée. C'est un point absolument capital. Ce n'est pas un appel au chaos ou à l'insurrection désordonnée, non. C'est un appel à une résistance organisée, canalisée. Il sait que des émeutes incontrôlées pourraient se retourner contre lui et servir de prétexte à ses adversaires. En prenant la discipline, il cherche à garder le contrôle du mouvement qu'il est en train de créer. Et il valorise aussi énormément la résilience des peuples du Sahel, qu'il décrit comme les plus résilients. C'est une façon de leur dire « vous avez déjà survécu au pire, vous survivrez à l'hiver qui vient ». L'objectif final est donc très clair. Vaincre le terrorisme, assurer le développement et prendre sa place sur la scène mondiale. Il place les populations devant un choix qu'il veut historique. L'unité pour la liberté ou la division pour l'asservissement. Et c'est là que la boucle est bouclée. L'hiver noir n'est plus seulement une menace, il devient une épreuve initiatique, presque un mal nécessaire. Dans sa vision, c'est dans le froid et la souffrance de cet hiver que l'unité véritable sera forgée. C'est le prix à payer pour la liberté. Et le cri de ralliement final, la patrie ou la mort, vient sceller ce pacte. Ce n'est plus un slogan, c'est l'affirmation d'un engagement total face au choix binaire qu'il a posé depuis le début. Alors au final, que retenir de tout ça? On a un dirigeant qui délaisse complètement le langage technocratique habituel pour une rhétorique quasi prophétique qui construit un grand récit de survie et de renaissance pour le Sahel. C'est un objet politique assez unique. Absolument. Et l'analyse de ce discours, ça soulève une question de fond. Est-ce qu'on assiste à une vision lucide des menaces qui pèsent sur la région ou à une construction rhétorique extraordinairement efficace destinée à souder une alliance fragile et à légitimer un pouvoir autoritaire? Ce qui est indéniable, c'est sa puissance. Il simplifie une réalité complexe en opposition fondamentale. Le chaud contre le froid, l'unité contre la division, la survie contre l'esclavage. C'est un langage qui parle bien plus aux tripes qu'à la tête. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la suite. Exactement. Le discours est entièrement tourné vers la résistance. Résister à l'impérialisme, résister aux traîtres. C'est une rhétorique de combat, de survie. Mais la question qui reste en suspens, c'est que se passe-t-il après l'hiver noir? Une fois que les vents violents se sont calmés, comment est-ce qu'on construit concrètement les montagnes? Si l'unité est forgée dans cette épreuve, à quoi ressemble au quotidien cette nouvelle souveraineté pour les citoyens? Bâtir dans l'urgence, c'est une chose. Gouverner dans la durée, c'en est une autre. C'est peut-être là que le véritable défi commencera, bien après que la prophétie se soit réalisée.